Mon téléphone a vibré à 23h37 un vendredi soir. J'étais déjà au lit, à moitié endormi, avec une tasse de tisane à la camomille qui refroidissait sur ma table de chevet. J'ai failli ne pas regarder. Je regrette de l'avoir fait. C'était une notification d'Instagram. Ma sœur avait identifié ma mère dans une publication. La légende disait, le voyage entre filles a enfin lieu. Pas de drame, pas de stress, juste de la paix pure et de bonnes ondes. Dieu est bon, rire, j'ai cliqué sur la photo. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai immédiatement reconnu la cuisine. Les plans de travail en quartz blanc, la baie vitrée donnant sur l'eau, le petit coq en céramique que j'avais acheté à un marché de producteurs dans le Vermont 2 étés plus tôt, posé sur le rebord de la fenêtre exactement là où je l'avais laissé. Elles étaient dans ma maison du lac, à Lake Tahoe. Je me suis redressée dans mon lit. J'ai cligné des yeux face à l'écran, comme si ma vue me jouait des tours. J'ai zoomé sur l'arrière-plan. La suspension en cuivre au-dessus de l'îlot de cuisine, les rideaux bleu marine que j'avais fait faire sur mesure, le panneau peint à la main au-dessus de la porte qui disait « Sois paisible ». C'était ma maison. Ma maison, pour laquelle j'avais économisé pendant 6 ans. Ma maison, où je n'avais jamais, pas même une seule fois, invité ma famille, car je savais exactement ce qui se passerait si je le faisais. Et elles y étaient, sans demander, sans me prévenir, sans le moindre SMS. J'ai appelé ma mère. Ça a sonné 4 fois avant de basculer sur la messagerie. J'ai appelé ma sœur. Même chose. Je suis restée assise dans le noir pendant un long moment, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine, repensant à la façon dont j'en étais arrivée là. J'ai grandi dans une petite ville de l'Ohio. Mes parents n'étaient pas de mauvaises personnes, à proprement parler. Ils travaillaient dur. Ils allaient à l'église tous les dimanches. Ils tenaient la maison propre. Mais il y avait toujours ce courant sous-jacent à tout. Cette croyance tacite que tout ce que l'un de nous gagnait appartenait à nous tous. Que le succès était une ressource partagée, comme une marmite de soupe sur le feu. C'est vous qui l'aviez préparé, certes, mais tout le monde avait le droit de s'y servir dès qu'il avait faim. Je suis celle qui est partie. Je suis allée à l'université grâce à une bourse, ce que mon père a qualifié de « coup de chance ». J'ai obtenu un diplôme en comptabilité, puis j'ai continué pour devenir expert comptable. J'ai travaillé dans un cabinet à Chicago pendant 3 ans, puis j'ai été recrutée par une entreprise à San Francisco. J'ai accepté le poste. J'ai entassé tout ce que je possédais dans une Honda Civic et j'ai roulé vers l'ouest. Et je n'ai pas regardé en arrière. Ma famille a pensé que j'étais égoïste. Ma mère a pleuré au téléphone, me disant que la famille était censée rester soudée. Mon père a dit que je courais après l'argent plutôt qu'après ce qui comptait vraiment. Ma sœur, qui avait 2 ans de moins et n'avait jamais quitté l'Ohio de sa vie, m'a dit que je me croyais supérieure aux autres. Je ne me croyais supérieure à personne. Je voulais juste une vie qui m'appartienne. En l'espace d'1 an à San Francisco, j'avais remboursé mes prêts étudiants. En 3 ans, j'avais un compte épargne qui aurait semblé être un fantasme pour la version de moi qui avait grandi en partageant une chambre avec ma sœur. Je conduisais une voiture d'occasion. Je cuisinais chez moi la plupart du temps. Je ne prenais pas de vacances. J'économisais comme si c'était la seule chose que je savais faire, parce que c'était le cas. Quand on grandit avec si peu, économiser ressemble à de la survie. J'ai acheté la maison du lac il y a 4 ans. C'était un chalet de 2 chambres sur la rive nord du lac Tahoe, avec un ponton qui s'avançait sur l'eau, une cheminée dans le salon et une véranda moustiquaire où je pouvais m'asseoir le matin pour boire mon café en n'entendant rien d'autre que les oiseaux et le vent. C'était la plus belle chose que j'ai jamais possédée. C'était la plus belle chose que j'ai jamais faite pour moi-même. Je n'en ai pas parlé à ma famille tout de suite. Je l'ai dit à ma meilleure amie, à mon collègue et à mon voisin, et je l'ai caché à ma famille pendant près de 2 mois. Mais ma mère avait le don de découvrir les choses. Elle m'a appelé un dimanche après-midi et m'a dit « J'ai entendu dire que tu avais acheté un chalet quelque part. » Je ne sais pas qui le lui a dit. Je ne l'ai jamais su. C'est une maison sur un lac, ai-je répondu, à Tahoe. Oh, a-t-elle dit. Puis, après une pause, ça doit être agréable. C'est tout ce qu'elle a dit. Mais j'ai entendu tout ce qui se cachait derrière,
l'affront, le sous-entendu, le commencement de quelque chose. 3 semaines plus tard, mon père a appelé pour demander s'il pouvait utiliser le chalet pour un long week-end en juillet. J'ai répondu que j'allais y réfléchir. Il a rappelé 2 semaines plus tard. J'ai dit que ce n'était pas le bon moment, que j'étais encore en train de l'aménager. Ma sœur m'a envoyé une photo de ses enfants en maillot de bain avec comme légende, les Ktao, c'est pour quand, rire. J'ai renvoyé un emoji qui pleure de rire et j'ai changé de sujet. Je veux être claire. Je leur aurais finalement permis de venir s'ils avaient été patients, s'ils avaient été gentils à ce sujet, si ne serait-ce qu'une fois, quelqu'un m'avait dit, nous sommes fiers de toi ou tu as travaillé si dur. J'aurais peut-être grand ouvert cette porte, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est le mariage de mon cousin en mars. Toute ma famille était là, tante, oncle, cousin, tout le monde. Et lors du dîner de réception, ma mère a annoncé à la table que j'avais une maison au lac Tao. Elle ne l'a pas dit pour se vanter en mon nom. Elle l'a dit comme si elle partageait un bien familial. Nous avons un endroit à Tao maintenant, a-t-elle dit. Nous. Comme si elle y était pour quelque chose. J'ai souri et je n'ai rien dit, mais j'ai entendu les conversations qui ont suivi. Mon oncle demandant combien il y avait de chambres, ma cousine demandant s'il pouvait l'utiliser pour un enterrement de vie de jeune fille, ma tante disant qu'elle avait toujours voulu voir Tao, ma mère acquiesçant comme si c'était elle qui invitait. Je suis rentrée chez moi ce soir-là et j'ai changé le code d'entrée de la porte. Je l'avais donné à exactement une personne, ma mère, 8 mois plus tôt, lors d'un appel téléphonique où elle m'avait eu à l'usure, alors que j'étais fatiguée et que j'avais fait une erreur. Je l'ai remplacé par un nouveau code et je n'en ai parlé à personne. Je pensais que l'histoire s'arrêterait là. J'avais tort. Retour à ce vendredi soir. J'étais assise au bord de mon lit, fixant la publication Instagram de ma sœur, et j'ai senti un froid s'installer dans ma poitrine. Pas tout à fait de la colère, pas encore. Plutôt la sensation du sol qui se dérobe sous vos pieds. Cette fraction de seconde où vous réalisez que la terre ferme ne l'est plus. J'ai rouvert la publication. Il y avait 3 photos. Sur la première, ma mère et ma sœur se tenaient sur mon ponton, un verre de vin à la main, souriant à l'objectif. Ma mère portait un chapeau de soleil que je n'avais jamais vu. Sur la deuxième photo, les 2 filles de ma sœur, âgées de 7 et 9 ans, sautaient dans l'eau depuis le bout du ponton. Sur la troisième, quelqu'un avait pris une photo du salon. Mon canapé, mon tapis, mes étagères. Des bougies allumées sur la table basse, des bougies qui ne m'appartenaient pas. Quelqu'un avait apporté des bougies chez moi. J'ai vérifié l'horodatage. La publication avait été mise en ligne il y a 40 minutes. Il était presque minuit. Elles y étaient, en ce moment même. J'ai ouvert mes contacts, j'ai fait défiler jusqu'au nom de mon gestionnaire immobilier, un homme nommé Dal qui vivait à 15 minutes du chalet et s'occupait de tout, de l'entretien à la gestion des clés quand je n'y étais pas. Il était tard. J'ai failli ne pas rappeler. Puis j'ai regardé à nouveau la photo de mon salon. Les bougies, les verres, l'aisance de ces personnes qui étaient entrées dans l'espace de quelqu'un d'autre et s'y étaient installées comme chez elles. J'ai appelé Dal. Il a décroché à la 2e sonnerie. Il avait des horaires d'éleveur, levé avant l'aube, couché à 21h, mais toujours joignable en cas d'urgence. Je suis désolé d'appeler si tard, ai-je dit. Pas de souci, a-t-il répondu. Que se passe-t-il? J'ai expliqué la situation aussi calmement que possible. Ma famille était au chalet. Je ne leur avais pas donné la permission. Je n'avais donné le code de la porte à personne. Je ne savais pas comment ils étaient entrés. Je voulais qu'ils soient expulsés. Dal est resté silencieux un instant. Vous voulez que j'appelle le bureau du shérif? J'y ai réfléchi. Ma mère pleurant à l'arrière d'une voiture de police, les filles de ma sœur observant depuis la véranda. C'était le milieu de la nuit. Pas tout de suite, ai-je dit. D'abord, changer le code de chaque serrure. Porte d'entrée, porte de derrière, le clavier du garage. Toutes, ce soir. Une autre pause. Tout de suite. Tout de suite. Ils vont se retrouver enfermés dehors, a-t-il dit. Pas comme une objection, juste pour s'assurer que j'avais bien compris.
Oui, ai-je répondu. Je sais. Je l'ai entendu expirer lentement. Très bien. Donnez-moi 20 minutes. Je suis restée assise sur mon lit et j'ai surveillé l'Instagram de ma sœur. À minuit 38, une nouvelle story est apparue. C'était une vidéo. Ma sœur faisait tourner la caméra dans le salon en riant, et derrière elle, je pouvais voir ma mère assise sur le canapé avec une couverture sur les genoux. La légende de la story disait « La vie au lac ». Reniflement béni. À minuit 23, Dal m'a envoyé un SMS, tous les codes sont changés. Ils sont dehors maintenant. Ils ont essayé la porte d'entrée plusieurs fois. Votre mère a appelé sur mon portable. Elle a eu mon numéro je ne sais comment. Et m'a demandé s'il y avait un problème avec la serrure. Je lui ai dit que la propriétaire avait modifié l'accès. Elle m'a demandé de la laisser rentrer. Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire ça. J'ai répondu par SMS, merci, Dal. Je m'occupe du reste. Mon téléphone a sonné 11 secondes plus tard. Ma mère. Je l'ai laissé sonner. Elle a appelé 3 autres fois dans les 4 minutes qui ont suivi. Puis ma sœur a appelé 2 fois. Ensuite, un numéro que je ne reconnaissais pas. Probablement un téléphone emprunté, à un de ses enfants, à un voisin, ou à quiconque elles avaient emmené chez moi. Je les ai tous laissés sonner. À minuit 41, ma sœur m'a envoyé un SMS, la serrure ne marche pas. Il s'est passé quelque chose au chalet? Nous sommes dehors et il fait froid. Tu peux appeler Dal et lui demander de nous laisser entrer? Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai lu une 3e fois, lentement, de la même manière qu'on lit quelque chose quand on essaie de s'assurer qu'on l'a bien compris. Tu peux appeler Dal? Comme si j'étais quelqu'un qui pouvait l'aider à débloquer une serrure, comme si elle ne venait pas de s'introduire chez moi à mon insu et de passer la soirée à boire du vin sur mon ponton et à allumer des bougies dans mon salon. J'ai posé mon téléphone face contre la table de chevet. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, mais le peu de sommeil que j'ai eu a été le meilleur que j'ai eu depuis des mois. Le matin, j'ai retourné mon téléphone. 17 appels en absence, 8 SMS, 2 messages vocaux. J'ai d'abord écouté les messages vocaux. Le premier venait de ma mère, enregistré à 1h04 du matin. Sa voix était tendue et contrôlée, comme elle l'était toujours quand elle était en colère mais essayait de ne pas le paraître. Elle disait qu'il y avait clairement eu une sorte de malentendu avec le gestionnaire immobilier et qu'elle avait besoin que j'appelle Dal pour régler ça, qu'il faisait froid dehors, qu'elle s'inquiétait pour les filles. Et qu'elle espérait que je ferais ce qu'il fallait pour que cela ne devienne pas toute une histoire. Le deuxième message vocal était de mon père, enregistré à 1h22. Il avait l'air fatigué et un peu confus. Il disait, « Ma chérie, je crois qu'il y a eu une confusion avec le chalet. Ta mère est contrariée. Peux-tu juste nous appeler quand tu auras ce message ?» Je suis restée plantée là avec ces 2 messages pendant un long moment. Confusion, malentendu. Comme si la serrure avait simplement mal fonctionné à minuit. Comme si Dal avait fait une erreur administrative. Comme si rien de tout cela n'était de leur faute. J'ai rappelé ma mère à 8h15 du matin. Elle a décroché immédiatement. Enfin, a-t-elle dit, « Sais-tu ce qui s'est passé la nuit dernière ?» Nous sommes restés dehors pendant des heures. Les filles étaient épuisées et effrayées et nous avons dû conduire jusqu'à un motel à. Maman, ai-je coupé? Comment es-tu entrée chez moi? Silence. Je te pose une question directe, ai-je repris. Le code a été changé il y a 8 mois. Je ne t'ai jamais donné le nouveau. Alors, comment es-tu entrée? Encore du silence. Puis, ta tante Linda était de passage l'été dernier et elle a dit que tu avais mentionné. Je n'ai jamais donné le code de ma porte à tante Linda. Eh bien, quelqu'un a dû le faire. Comment es-tu entrée? Sa voix a changé. La colère contrôlée est retombée, laissant place à quelque chose de plus petit et de plus difficile à nommer. J'ai trouvé le code écrit au dos de la carte que tu m'as envoyée pour Noël il y a 2 ans. Tu l'avais mis dedans quand tu venais d'acheter le chalet, en cas d'urgence. Je l'ai gardé. J'ai fermé les yeux. Je me souvenais de cette carte. J'avais écrit le code sur un post-it glissé à l'intérieur avec un mot qui disait à peu près, en cas d'urgence uniquement.
S'il te plaît, ne le partage pas. C'était le premier mois où j'étais propriétaire de la maison, avant que je ne comprenne ce que signifierait à terme le fait de donner à ma famille le moindre accès. Maman, ai-je dit, c'était il y a 2 ans. J'ai changé ce code. Pourquoi ne m'as-tu pas rappelé pour me le demander? Parce que tu aurais dit non. Et voilà, c'était là l'essence même du problème. Elle savait qu'elle n'avait pas la permission. Elle le savait depuis le début. Elle n'avait pas demandé parce qu'elle connaissait déjà la réponse. Alors, elle a trouvé un autre moyen d'entrer. Ils l'avaient tous fait. Je dois savoir qui d'autre était là, ai-je dit. C'était juste la famille, a-t-elle répondu. Ton père, moi, ta sœur, les filles, et l'ami de ta sœur, Michel. 6 personnes. 6 personnes chez moi pour ce que je ne pouvais que supposer être un week-end complet, voire plus. J'aimerais que tu me dises combien de temps vous comptiez rester, ai-je demandé. Autre pause. On avait la semaine. La semaine. Ils avaient prévu une semaine entière. 7 jours dans ma maison, utilisant mes affaires, dormant dans mes lits, nageant depuis mon ponton. 7 jours que j'étais censé financer et fournir sans même savoir que cela se produisait, jusqu'à ce que, vraisemblablement, ce soit fini, qu'ils rentrent chez eux et qu'on n'en parle jamais. J'ai repensé à la légende Instagram de ma mère, si paisible. Pas de drame. J'ai besoin que tu m'écoutes attentivement, ai-je dit. Ce que vous avez fait s'appelle une violation de domicile. Vous avez pénétré sur ma propriété privée sans ma permission en utilisant un code d'accès que j'avais explicitement changé parce que je ne voulais plus le partager. Tu as fait entrer 6 personnes, y compris des enfants et une amie que je ne connais pas, chez moi. Vous avez utilisé mes affaires. Vous y avez passé la nuit. Et vous avez fait tout ça sans jamais m'appeler. On pensait que ça ne te dérangerait pas, a-t-elle dit. C'est juste la famille. C'est ma maison, ai-je répondu, pas notre maison. Ma maison. Ma maison que j'ai achetée avec mon argent après 6 ans de travail et d'économie pendant que tout le monde me disait que je perdais mon temps en m'éloignant. C'est ma propriété. Et ce que tu as fait? Peu importe comment tu le perçois, c'est illégal. Le silence qui a suivi a été assez long pour que je croie qu'elle avait raccroché. Ben, tu vas vraiment en faire une affaire légale? Pour une histoire de famille? Je te dis simplement ce qu'il en est, ai-je dit. Ce qui se passera ensuite dépend de toi. J'ai raccroché. Dans l'heure qui a suivi, mon téléphone a été saturé. Ma tante m'a appelé pour me dire que j'étais dramatique. Ma cousine m'a envoyé un long SMS pour m'expliquer que la famille était censée pardonner. Mon père a appelé 3 fois et j'ai décroché à la 3e, car je ne voulais pas le repousser complètement. Il était plus calme que ma mère, moins sûr de lui concernant tout ça. Et quand j'ai tout expliqué calmement et clairement, il est devenu silencieux d'une manière qui ressemblait davantage à de la honte qu'à de la colère. Je n'avais pas vu les choses comme ça, a-t-il finalement admis. Je sais, papa, ai-je répondu, mais c'est chez moi, ce n'est pas une location de vacances, ni une ressource partagée. C'est mon foyer. Il m'a dit qu'il était désolé. Il l'a dit doucement et je l'ai cru, même si je savais que ça ne changerait rien entre ma mère et moi. Ma sœur n'a pas appelé. Elle a envoyé un seul SMS à midi qui disait « Waouh. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Ce sont tes nièces. Elles ont eu peur. J'espère que tu es contente. » Je l'ai lu, j'ai posé mon téléphone et je suis allée me promener le long du front de mer près de mon appartement. C'était une matinée dégagée, froide et lumineuse, et j'ai marché pendant près d'1 heure en réfléchissant à ce que je voulais que ma vie soit. J'ai repensé à ma mère disant, nous avons un endroit à Tao. J'ai repensé à 6 personnes dormant dans mes lits. Je me suis dit que si la publication Instagram n'avait pas été postée, je l'aurais peut-être découvert le lundi à leur retour. Ou peut-être que je ne l'aurais jamais su du tout. J'ai pensé à la version des faits qu'ils auraient racontée s'ils s'en étaient tirés, elle aurait été joyeuse et innocente. Nous sommes allés au chalet. C'était tellement bien. Tu devrais venir la prochaine fois. J'ai pensé aux commentaires que ma mère avait fait au mariage de mon cousin, offrant ma maison à tout le monde à la table. J'ai pensé à toutes ces années où l'on m'avait dit que vouloir des choses pour moi-même était égoïste,
que partir était une trahison, que la réussite était un bien familial, et que j'étais juste celle chargée de la générer. En rentrant chez moi, j'ai rédigé un court message et je l'ai envoyé à ma mère, ma sœur, mon père et ma tante. Je leur ai dit que la maison du lac m'appartenait, que personne n'avait la permission d'y entrer sous aucun prétexte sans une invitation directe de ma part. Que les codes avaient été changés et que le gestionnaire immobilier avait reçu l'instruction de traiter toute entrée non autorisée comme une violation de domicile. Que je ne discuterais pas davantage de cela par SMS ou par téléphone, et que si quelqu'un voulait avoir une conversation, il pouvait le faire en personne, calmement, et en comprenant bien que ma réponse n'allait pas changer. Je leur ai aussi dit que je les aimais, car c'était vrai. On peut aimer les gens et refuser de les laisser traverser nos murs. J'ai envoyé le message, mis mon téléphone sur ne pas déranger, et appelé Dal pour le remercier d'avoir si bien géré la situation. Il m'a dit qu'il avait déjà eu un propriétaire dans une situation similaire, et qu'il comprenait parfaitement. Nous avons mis à jour le protocole d'urgence pour que, si quelqu'un se présentait au chalet en prétendant me connaître, il m'appelle directement avant de prendre la moindre mesure. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable, affiché le calendrier et bloqué 2 semaines en août pour moi. Juste moi, ma maison du lac, mon ponton, mon café sur ma véranda le matin. J'ai réservé un vol en solo et je l'ai payé avec mon propre argent, tout comme j'avais acheté tout le reste. Ce soir-là, ma meilleure amie m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. Je lui ai raconté toute l'histoire, du début à la fin. Quand je suis arrivée à la partie sur la publication Instagram, elle a eu un tel hoquet de surprise que j'ai dû éloigner mon téléphone de mon oreille. Elle a publié ça, a-t-elle demandé. Elle a vraiment publié des photos? 3, ai-je dit, et une story. Je n'arrive pas à y croire. Elle riait et était indignée en même temps. C'est comme ça que tu l'as découvert? C'est comme ça que je l'ai découvert. Ils se sont retrouvés enfermés dehors à minuit avec leurs bagages? Je suppose que oui, ai-je répondu. Dal a dit qu'ils avaient des sacs avec eux quand ils sont sortis. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit quelque chose à laquelle j'ai souvent repensé depuis. Tu sais quelle est la partie la plus difficile quand on a une famille toxique? Ce ne sont pas les grands moments. Ce sont des années et des années de petites choses qui t'apprennent à t'attendre à moins, à demander moins. À être reconnaissante quand ils ne sont pas activement en train de te prendre quelque chose. Elle a fait une pause. Mais tu n'as pas fait ça cette fois. Non, ai-je dit, je ne l'ai pas fait. Tant mieux, a-t-elle répondu, c'est ta maison. C'est ma maison, ai-je répété. Et pour la première fois depuis longtemps, dire cela à voix haute ne ressemblait pas à un combat. C'était la chose la plus ordinaire, la plus établie et la plus évidente au monde. C'était ma maison. J'avais bâti ma vie de zéro dans une ville où personne ne connaissait mon nom de famille, travaillant tôt le matin, tard le soir et le week-end, conduisant la même voiture d'occasion pendant 9 ans, cuisinant mes dîners à la maison au lieu de sortir. Économisant de la manière dont économisent ceux qui ont grandi en sachant que personne ne viendrait les rattraper s'ils tombaient. Je l'avais fait pour moi, parce que je voulais une vie solide, paisible et qui m'appartienne. Personne n'avait le droit de me l'enlever, pas même la famille. Et surtout pas la famille. Cela fait environ 2 mois depuis cette nuit-là. Ma mère et moi ne nous sommes pas parlé. Ma sœur et moi avons échangé quelques brefs SMS, rien de chaleureux, mais rien de cruel. Mon père m'a envoyé une carte par la poste, une vraie carte en papier avec un petit mot à l'intérieur disant qu'il était fier de moi et qu'il regrettait de ne pas l'avoir dit plus souvent. Je l'ai accrochée sur mon frigo. La maison du lac est toujours à moi. J'y ai passé un long week-end en octobre, seule, ce qui est exactement ce que j'avais toujours voulu. Je me suis assise sur le ponton le soir et j'ai regardé le soleil se coucher sur l'eau. J'ai cuisiné des repas simples, j'ai lu des livres et je me suis couchée tôt. Je ne me suis pas sentie coupable une seule fois. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je dirais à quelqu'un dans une situation similaire, quelqu'un qui a travaillé dur pour obtenir quelque chose et qui voit sa famille traiter cela comme un bien communautaire. Quelqu'un à qui l'on a dit pendant si longtemps et de tant de manières que vouloir des choses pour soi, c'est la même chose que de les prendre aux autres. Voici ce que je lui dirais. Vous avez le droit d'avoir des choses qui vous appartiennent, une maison, une carrière, un compte épargne, un avenir.
Ce ne sont pas des désirs égoïstes. Ce ne sont pas des ressources à exploiter par des gens qui ne vous ont pas aidé à les construire. L'amour ne signifie pas un accès illimité. La famille ne signifie pas un droit de propriété. Et si quelqu'un entre chez vous sans votre permission, la façon dont il se justifie importe peu. Ce qu'il a fait porte un nom et vous avez le droit de faire respecter la limite, même à minuit, même quand ça rend les choses inconfortables, même quand tout le monde vous traite de personne dramatique pour l'avoir fait. Fixez la limite de toute façon. Changez le code. C'est votre maison. J'ai beaucoup réfléchi aux raisons pour lesquelles il m'a fallu si longtemps pour tracer cette ligne. Pas la ligne fixée à minuit, celle-ci est venue rapidement, presque instinctivement, au moment où j'ai vu mon salon dans la story Instagram d'un inconnu. Je parle des années de plus petites limites que je n'ai jamais fixées. Le code que j'ai donné à ma mère au cas où. Les appels que je ne retournais pas assez vite. Les invitations que je lançais à moitié pour ensuite les laisser discrètement expirer parce que je ne voulais pas du conflit qui accompagne un non clair et ferme. Voici ce que j'ai fini par comprendre. La façon dont les autres traitent ce que vous avez construit est presque toujours le reflet des signaux que vous leur avez envoyés au fil du temps. Pas parce que vous le méritiez. Pas parce que vous étiez faible. Mais parce que les limites, lorsqu'elles sont floues, invitent les gens à combler le vide avec leurs propres suppositions. Ma famille supposait que mon succès était une ressource partagée parce que je ne leur avais jamais dit, d'une manière forte et sans équivoque, que ça ne l'était pas. J'avais fait des allusions. J'avais temporisé. J'avais changé le code sans explication. Mais je n'avais jamais regardé personne dans les yeux pour dire « c'est à moi », et vous n'y avez pas accès sans ma permission. Cette nuit-là a changé quelque chose en moi. Pas seulement à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que j'ai ressenti après. Je m'attendais à de la culpabilité. Je m'attendais au poids familier d'être la personne difficile. Celle qui rendait les choses compliquées. Celle qui était partie et qui n'était jamais revenue comme il le voulait. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait davantage à de la clarté. Comme si une fenêtre avait été nettoyée de l'intérieur. Ce que j'ai appris, c'est que l'intégrité ne concerne pas seulement la façon dont on traite les autres. Cela concerne aussi l'honnêteté que l'on a envers soi-même. Sur ce qu'on veut, ce qu'on a gagné, et ce qu'on est prêt à protéger. J'avais passé des années à être honnête avec mon employeur, mon propriétaire, ma banque. J'avais été moins honnête avec ma propre famille sur ma position. Et cette malhonnêteté, aussi douce qu'aient été ses intentions, a eu ses propres conséquences. La dure vérité, c'est que les gens qui prennent constamment plus que ce qu'on leur offre le font rarement par méchanceté. Ils le font parce qu'on le leur a permis. Et au moment où vous cessez de le permettre, calmement, clairement, sans vous excuser, la dynamique change. Elle est obligée de changer, parce que vous avez modifié les règles et que l'ancien arrangement ne fonctionne plus. Je ne suis pas en colère contre ma famille. Je les comprends mieux qu'avant. Ils viennent du même endroit que moi, ont fait des choix différents, en cours de route, ont décidé que mes choix leur appartenaient aussi. Ce n'est pas un échec moral. C'est l'histoire de ce qui arrive quand personne dans une famille n'apprend jamais à défendre son propre espace et à respecter celui d'un autre faisant de même. Ce que je sais maintenant, c'est ceci. Vous ne pouvez pas construire une vie qui vous soit vraiment propre tout en dépensant toute votre énergie à gérer l'accès des autres à celle-ci. À un moment donné, vous devez faire confiance au travail que vous avez accompli. Faire confiance au fait que la maison pour laquelle vous avez économisé, la carrière que vous avez bâtie, les matins tranquilles dont vous rêviez. Ces choses sont réelles et elles sont à vous. Et les protéger n'est pas de la cruauté. Ce n'est que la conséquence naturelle d'avoir construit quelque chose qui mérite d'être protégé. Changez le code, pensez-le vraiment, ne vous excusez pas. C'est là toute la leçon.